La boucle de la douleur. Pourquoi répètes-tu toujours les mêmes erreurs? 5 niveaux de conscience. Salut, esprits curieux. Aujourd'hui, nous allons démêler l'un des mystères les plus frustrants de la vie. Pourquoi répétons-nous encore et encore des schémas qui, nous le savons, nous font du mal? Ce n'est pas un sujet anodin. C'est le script invisible qui guide bon nombre de nos actions, relations et même notre dialogue interne. Préparez-vous car ce ne sera pas une discussion superficielle. C'est une plongée profonde, niveau par niveau, dans les entrailles de notre psyché. Et je vous promets qu'à la fin, vous verrez cela sous un angle entièrement nouveau. Pour commencer notre voyage au niveau 1, celui de la connaissance de base, parlons de l'aspect le plus évident, ces relations amoureuses qui se terminent toujours de la même manière, avec le même type de drame ou le même schéma d'abandon. C'est le cliché du « ça m'arrive toujours la même chose ». Un autre point fondamental est l'autoprocrastination chronique, ou la promesse « demain je commence le régime » ou « cette fois-ci je m'organise », qui est ensuite rompue encore et encore, affectant notre estime de soi et notre perception de contrôle sur nos vies. Nous remarquons également cette tendance humaine à revenir à des habitudes qui nous nuisent, comme fumer, manger excessivement ou regarder trop la télévision, même en connaissant les conséquences. Cela remonte à la manière dont notre cerveau primitif recherche la gratification immédiate et évite l'effort, un héritage évolutif pour la survie. Enfin, la fameuse zone de confort. Pourquoi nous accrochons-nous tant à ce qui est connu, même si cela nous limite ou nous fait souffrir? Cela ressemble à un comportement d'auto-sabotage, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-il si persistant et si souvent considéré comme acquis? Tous ces exemples, les relations répétitives, la procrastination, les habitudes néfastes, la zone de confort, ne sont que la surface, la pointe de l'iceberg. Ce sont les symptômes les plus visibles d'un mécanisme beaucoup plus profond. Mais pour comprendre le pourquoi de ces faits, nous devons regarder sous la surface. Il est temps de passer au niveau 2, mécanisme caché. Le premier mécanisme interne est le biais de confirmation. Notre cerveau recherche et privilégie les informations qui confirment ce que nous croyons déjà. Si nous pensons que tous mes partenaires sont pareils ou que je suis un procrastinateur, nous recherchons inconsciemment des preuves qui le démontrent, créant une boucle. Du point de vue des neurosciences, la neuroplasticité joue un rôle crucial. Notre cerveau est efficace. Il crée des routes neuronales pour les pensées et les comportements que nous répétons. C'est comme un chemin en forêt. Plus on l'utilise, plus il est marqué. Ces routes invisibles nous poussent vers le familier, que ce soit bon ou mauvais. La dissonance cognitive est un autre schéma de pensée. Si nos actions contredisent nos croyances, par exemple « je veux changer, mais je continue de faire la même chose », nous ressentons un malaise. Pour le réduire, nous changeons souvent la croyance ou la justifions, au lieu de changer le comportement, réaffirmant ainsi le schéma. D'un point de vue anthropologique, les narratives familiales et culturelles, transmises de génération en génération, influencent énormément. Si vous avez grandi avec l'idée que la vie est un sacrifice ou que l'amour fait mal, il est plus probable que vous recherchiez et répétiez des relations ou des situations qui confirment cette narrative, même inconsciemment. Paradoxalement, la répétition de schémas nuisibles répond souvent à un besoin humain fondamental, le besoin de prévisibilité ou de contrôle. Une douleur connue, une relation chaotique mais familière, est préférable à l'incertitude du changement. Cela nous donne une illusion de sécurité dans un monde imprévisible. Et le mécanisme final, et peut-être le plus insidieux, est le renforcement intermittent. Pensez à une machine à sous, vous ne gagnez pas toujours, mais le fait que, parfois, oui, vous garde accroché. Dans nos vies, un petit moment de connexion dans une relation toxique ou un succès sporadique dans une habitude autodestructrice est suffisant pour nous maintenir dans la boucle. Cela change notre perception. Ce n'est pas que nous voulons souffrir, c'est que nous sommes vulnérables à ces récompenses imprévisibles. Comprendre ces processus cachés, du biais de confirmation au renforcement intermittent, est crucial. Cela nous montre que nous ne sommes pas simplement faibles ou stupides pour répéter des schémas, mais que nous naviguons des mécanismes internes et externes complexes qui nous y poussent. C'est le premier pas vers une véritable autocompréhension. Mais la réalité n'est jamais aussi ordonnée. C'est là que l'histoire se complique. Il est temps de descendre au niveau 3, complexité et débat. La première grande controverse est celle du libre arbitre versus déterminisme. Si nos cerveaux sont câblés avec des routes neuronales et que nos expériences passées nous conditionnent, quelle liberté réelle avons-nous de briser un schéma? Sommes-nous vraiment maîtres de nos choix ou seulement les exécuteurs d'un scénario déjà écrit? Ici, nous démentons un mythe populaire. Si tu le veux vraiment, tu peux tout changer. Bien que la volonté soit importante, elle est surestimée. La raison pour laquelle nous aimons ce mythe est qu'il nous donne une sensation de contrôle total et simple, mais il ignore la complexité des mécanismes cérébraux et émotionnels que nous avons vus au niveau 2.
Un paradoxe inhérent au sujet est le dilemme du changement. Le schéma nous fait souffrir, mais tenter de le changer génère en nous une anxiété et une peur du vide presque aussi insupportables que le schéma lui-même. C'est comme le paradoxe de Thésée. Combien de parties de nous pouvons-nous remplacer avant de cesser d'être nous ? Une objection éthique ou sociale peu remise en question est la glorification de la résilience sans s'interroger sur les causes du traumatisme. Si la société n'applaudit que celui qui surmonte une situation toxique sans se demander pourquoi cette situation toxique se produit et se répète, ne sommes-nous pas en train de perpétuer le cycle de la douleur au lieu de le prévenir ? Le concept de karma ou de destin à travers les civilisations offre une controverse historique. Des religions anciennes à la pensée moderne, l'idée que nous récoltons ce que nous semons peut être un outil de responsabilisation ou une justification de l'inaction face à des schémas nuisibles considérés comme inévitables. En lien avec la condition humaine, le problème non résolu est l'intégration de l'inconscient. Une grande partie de la raison pour laquelle nous répétons des schémas réside dans des impulsions et des peurs que nous ne pouvons ni voir ni nommer consciemment. Comment réparer quelque chose dont nous ne savons pas qu'il est cassé ni où il se cache ? Ce niveau 3 nous montre que le thème de la répétition des schémas est intrinsèquement rempli de débats profonds, de nuances et de questions difficiles. Il n'y a pas de réponse unique et facile, mais un enchevêtrement de forces qui nous pousse et nous mettent constamment au défi. Maintenant, il est temps de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Bienvenue au niveau 4, connaissance de niche. Un concept spécialisé que l'on ne trouve pas dans la culture populaire est le transfert intergénérationnel du traumatisme non résolu. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre des parents, mais de schémas émotionnels et comportementaux des générations précédentes qui sont hérités inconsciemment sans qu'il y ait eu d'événements traumatiques directs. Un autre détail technique est la valence hédonique du biais attentionnel. Notre cerveau est programmé pour prêter attention aux stimuli fortement chargés émotionnellement, même s'ils sont négatifs. Imaginez un aimant émotionnel qui vous attire vers ce qui est familièrement douloureux parce que votre cerveau le reconnaît et lui accorde plus de poids qu'à l'inconnu positif. C'est comme un chien qui renifle une poubelle parce qu'il sait à quoi s'attendre. Une figure historique cruciale et peu connue sur ce sujet est Karen Horney. Bien avant la psychologie populaire, elle a décrit les solutions névrotiques répétitives que les gens adoptent pour faire face à l'anxiété et comment ces solutions, bien qu'elles soulagent au début, deviennent le problème principal et se répètent. Une théorie secondaire, moins conventionnelle, est la théorie du rôle du malade, Sick Role Theory, adaptée. Pour certaines personnes, répéter des schémas de souffrance leur confère un rôle dans leur relation ou leur société qui leur procure attention ou des bénéfices secondaires inconscients, rendant difficile de l'abandonner. L'identité fusionne avec le schéma. Un détail contre-intuitif issu de la recherche en laboratoire. Des études de neuroimagerie ont montré que le cerveau peut activer des circuits de récompense, libérant de la dopamine, non pas pour un plaisir direct, mais pour la résolution de l'incertitude. C'est-à-dire que même un résultat négatif ou douloureux, s'il est prévisible, peut être récompensant pour le cerveau, car il réduit l'anxiété de ne pas savoir ce qui va se passer. Et un dernier détail de niche qui relie plusieurs idées, le enactment en thérapie. Il ne s'agit pas seulement que le patient répète des schémas avec le thérapeute, transfert, mais que le thérapeute, inconsciemment, peut jouer le schéma avec le patient, contre-transfert. Cela révèle à quel point les schémas sont profondément enracinés et comment ils sont activés dans l'interaction humaine, démontrant qu'ils sont une danse entre deux systèmes nerveux. Ce niveau 4 nous a plongé dans les nuances, dans les recoins cachés que la plupart ignorent. Il nous permet de voir que la répétition des schémas n'est pas un défaut de caractère, mais un enchevêtrement extrêmement complexe de mécanismes biologiques, psychologiques et sociaux opérant sous la surface de notre conscience. Et qu'y a-t-il au-delà de ce que nous savons ? Entrons dans la dernière frontière, le niveau 5, frontières et spéculation. Une idée futuriste est qu'avec l'avancement de la neurotechnologie, nous pourrions arriver à désactiver ou reprogrammer directement les routes neuronales des schémas nuisibles. Sera-t-il possible de réécrire notre propre code comportemental ? Et si nous le faisons, quelles conséquences cela aurait-il sur notre individualité ou sur la société ? Une question fondamentale à laquelle la science et la philosophie ne peuvent encore répondre. Existe-t-il un schéma original inhérent à la condition humaine, une sorte de malware d'usine qui nous condamne à répéter certaines erreurs universelles, ou sont-ils tous construits culturellement et, par conséquent, entièrement déconstructibles et éradicables ? L'implication philosophique la plus vertigineuse est celle-ci. Si nos schémas sont l'expression de notre programmation inconsciente, si nous sommes si déterminés par notre passé et notre biologie, que signifie réellement être libre ? Est-ce que la liberté est l'absence de schémas ? Ou la capacité de choisir consciemment nos schémas.
En lien avec le destin de l'humanité, comprendre et transcender ces schémas est crucial pour notre évolution collective. Si nous ne comprenons pas pourquoi nous répétons les conflits historiques, les abus de pouvoir ou les dommages environnementaux, nous sommes condamnés à les reproduire à l'échelle mondiale, empêchant notre potentiel en tant qu'espèce. Et l'affirmation la plus provocante, peut-être que les schémas les plus profonds ne sont pas destinés à être brisés au sens de les éliminer, mais à être compris, transcendés et intégrés. Peut-être sont-ils la carte de notre propre évolution, les leçons récurrentes qui nous guident vers un état de conscience encore inimaginable, où la répétition devient une boucle d'apprentissage et non de douleur. Nous avons terminé ce voyage à travers les 5 niveaux de connaissance, du plus basique au plus spéculatif. Il est temps de prendre du recul et d'avoir une vue d'ensemble. Nous avons commencé avec l'idée frustrante et simple de répéter toujours les mêmes erreurs, quelque chose qui semblait un simple défaut de caractère. Et nous sommes arrivés à la vision que ces schémas sont un enchevêtrement extrêmement complexe de mécanismes biologiques, psychologiques et sociaux, même une possible carte évolutive pour notre conscience. Ce n'est plus une défaillance, mais un indicateur d'un chemin profond, une boucle d'apprentissage, pas seulement de douleur. La compréhension de la répétition des schémas s'est complètement transformée. Et maintenant, la question pour vous, quelle partie de ce voyage a le plus changé votre perspective ou vous a fait penser différemment à pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos réflexions. Si cette plongée dans la connaissance vous a laissé la tête qui tourne, n'oubliez pas de liker la vidéo et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines immersions profondes. On se voit dans la prochaine vidéo.